Allez, c'est parti, on commence déjà à débattre. On est très en forme. Vous nous appelez aussi également 0826 300 300 avec nos débatteurs du jour. On va les saluer. Ils sont tous là, prêts et en forme surtout. Nelly Garnier. Bonjour Nelly. Bonjour. Conseillère de Paris, porte-parole du groupe Changer Paris. Également avec nous Nicolas Corato. Bonjour Nicolas. Bonjour à toutes et tous. Président fondateur du think tank Place de la République, Matteo Ghisalberti. Bonjour Matteo. Bonjour. Journaliste franco-italien qui est arrivé. François Coq également. Bonjour François. Bonjour. Enseignant, essayiste et auteur de l'Impératif démocratique. Alors au menu aujourd'hui, je vous le donne presque dans l'ordre. On va parler des élections régionales. Ça va être décalé d'une petite semaine. À quoi ça sert tout ce ramdam, pourrait-on dire, pendant que l'Angleterre a rouvert ses pubs. On les envie grandement quand on a vu toutes les images hier à la télévision de Londres qui retrouvent un semblant de presque vie normale. On voit qu'en France, les fêtes clandestines se multiplient. Les Français vont-ils craquer? Et puis, faut-il craindre ce variant brésilien? Et puis, la loi sur le séparatisme, est-ce que les sénateurs sont-ils allés trop loin? Hier, on en débat avec vous, 0826 300 300, puis également sur les réseaux sociaux. Mais avant cela, notre tour de table des coups de cœur et des coups de gueule. François, je commence avec vous. Coup de cœur sur le débat sur le nucléaire entre Éric Piolle et Arnaud Montebourg. Oui, c'est pas tant le sujet que le fait que hier soir j'ai assisté à un débat chez vos collègues de reporters entre Éric Piolle, le maire Europe Écologie Les Verts de Grenoble, et Arnaud Montebourg sur la question du nucléaire. Et moi, je fais partie de ceux qui, depuis au moins un an déjà, trouvent que la société est animée d'une très forte conflictualité qui empêche les débats apaisés, raisonner. Il faut absolument, on est sommé de choisir un camp. Et hier soir, entre ces deux intervenants, j'ai assisté à un débat, pour le coup, de haute volée, parce qu'on voyait en plus qu'ils avaient travaillé, où il y avait bien sûr un désaccord entre Éric Piolle, qui était pour 100% d'énergie renouvelable, et Arnaud Montebourg, qui lui prenait un mix énergétique qui permettait de faire disparaître à terme le pétrole et le gaz, mais en continuant à faire intervenir le nucléaire, donc un mix énergétique. Et donc ce débat contradictoire a permis, je trouve, d'avancer sur les positions des uns et des autres, a permis de nourrir la réflexion de celles et ceux qui le suivaient. Et ça faisait longtemps que j'avais pas vu ce type de débat dans un format long. Ça ressemble pas à Marine Le Pen, Gérald Darmanin sur France 2, vous voyez. On était dans autre chose. On était dans le politique qui, à un moment donné, reprend ses droits, et je crois que la période a besoin de ça. Donc voilà, je voulais le signaler comme un coup de cœur. Comme quoi ça peut exister aussi dans le débat médiatique et politique. Nelly, vous aviez un coup de cœur, me dit-on, dans l'oreillette. Pour oui, un livre. J'ai un petit coup de cœur. C'est vrai que j'aime bien faire des coups de cœur sur des livres. Et là, c'est un livre qui vient de sortir, qui s'appelle La marque Macron, qui est écrit par un jeune essayiste qui s'appelle Raphaël Yorka, qui est expert associé à la Fondation Jean Jaurès. Et en fait, il propose une grille de lecture vraiment intéressante du macronisme en prenant le sujet comme une marque et en regardant comment sont construites finalement comme une marque qui aurait pu être sur le marché, une grande marque commerciale, la marque Macron, avec sa symbolique, son esthétique, son récit. Et c'est assez intéressant parce que finalement, il montre bien comment cette marque, elle a désarçonné toutes les oppositions et comment la meilleure opposition au macronisme, ça a été une contre-marque qui a été les Gilets jaunes, qui ont finalement été une marque en miroir avec leur propre symbolique, leur propre esthétique, leur propre récit. Voilà, c'est un petit essai très riche avec beaucoup de références et c'est mon coup de cœur de la semaine que je voulais vous signaler. Voilà. La marque Macron, donc de Raphaël Yorka, le coup de cœur de Nelly Garnier ce matin sur Sud Radio. On va continuer, Matteo, votre coup de cœur, votre coup de gueule. Coup de gueule qui touche mes deux pays, donc la France et l'Italie, parce que cette semaine, le 8 avril, à vrai dire à minuit, pour être très précis, la France a laissé échouer la possibilité d'extrader un ancien terroriste rouge des années de plomb italien, qui a fait beaucoup de morts et beaucoup de dégâts. Et il l'a fait parce que pour peut-être de problèmes de procédure, mais qui n'étaient pas effectivement réels, mais c'était plutôt une décision politique qui applique encore la fameuse doctrine Mitterrand, alors que on a des jugements définitifs en troisième degré en Italie pour des personnes comme Cesare Battisti qui ont tué des gens ou bien ont participé aussi comme idéologue à ces carnages, parce que c'était ça.
mais la France continue à les protéger. Au nom de la doctrine Mitterrand qui n'a peu place d'être, surtout de la part d'un gouvernement et d'un président, d'une présidence qui continue à parler tous les jours de l'Europe, tous les jours de la collaboration européenne. Eh bien, je trouve que c'est un scandale que la France ne laisse pas aller vers la justice italienne les condamnés qui se trouvent encore sur son territoire. Je rappelle que d'ailleurs, cette personne qui n'est plus extradable en Italie, était l'un des complices de Cesare Battisti. Donc, s'il vous plaît, arrêtons cette histoire, parce que la France n'est pas crédible si elle bloque des criminels qui ont été déjà jugés, ou sinon, il faut accepter que la France se considère supérieure aux autres pays. Très bien, mais après, il y aura aussi des conséquences, peut-être. Voilà. Oui. C'est un dossier qui s'éternise aussi. C'est très triste parce qu'il y a des gens encore qui portent dans leur corps les blessures de ces années-là. Qui étaient jeunes, des témoins vivants. Des témoins vivants, des gens qui ont été blessés et paralysés à vie par le plomb de ces tueurs, pour des questions idéologiques qui n'existent plus d'ailleurs, et voilà. On continue notre tour de table. Nicolas, on ne vous a pas entendu et on me dit que vous aviez un coup de cœur, vous, dans cette campagne Covid. Tiens donc, un truc qui marche. J'ai un coup de cœur pour des trucs qui marchent. Alors ça vient pas de l'État et c'est bien ce qui me désole et me désespère, mais je crois que l'initiative individuelle peut avoir du bon. En l'occurrence celle-là, je voulais parler de Guillaume Rosier. Guillaume Rosier, c'est un informaticien, un jeune, je crois qu'il a moins de 30 ans, qui a développé depuis le début de la pandémie un outil qui s'appelle Covid Tracker, que vous devez certainement consulter les uns les autres sur Internet, sur Twitter, et qui permet de suivre de manière très didactique. Alors, c'est pas un épidémiologiste, il prédit pas l'avenir, mais il met de manière très accessible les chiffres de Santé publique France, notamment, et d'autres organismes qui sont en accès libre. Il les remet en exergue, il les remet en perspective, et ça permet d'avoir une vision que moi je qualifie d'assez objectif de la situation dans laquelle est notre pays. Et il fait tout ça comme un autre d'ailleurs, un autre informaticien qui s'appelle Germain Forestier, que vous devez suivre également sur Twitter, mais il fait tout ça bénévolement. Ce sont des gens qui ont décidé de prendre de leur temps, ils ont une activité professionnelle à côté, pour donner de l'information. Ce qui pose d'ailleurs un problème mais que font ceux pour qui c'est la profession de donner de l'information, et pourquoi est-ce qu'on va plutôt vers ces acteurs-là que vers d'autres, vers les médias ou vers les établissements publics. Bref, je referme la parenthèse. Guillaume Rosier a lancé il y a 15 jours de ça un nouvel outil qui s'appelle Vite ma dose, qui est une application gratuite qu'il a développée lui-même également gratuitement, et qui permet à tout Français éligible à la vaccination de trouver un rendez-vous le plus vite possible et le plus près de chez soi. C'est-à-dire que c'est une sorte de grande base de données qui réunit Doctolib, mais également tous les autres systèmes de réservation et généralement les plannings des centres de vaccination. Et à partir du moment où vous êtes éligible, vous pouvez trouver une place pour faire vacciner. Et à en croire les témoignages qu'on voit sur Twitter, il y a des centaines de personnes qui ont trouvé, grâce à cet outil, des places alors qu'ils n'y arrivaient pas autrement. Et moi, je trouve que ces initiatives citoyennes ont vraiment du bon, nous font du bien. Et je me pose simplement la question qui est pourquoi est-ce que des gens comme Guillaume Rosier, etc., on n'en trouve pas plus dans nos administrations, on n'en trouve pas plus dans les entreprises de santé, on n'en trouve pas plus dans nos entreprises de recherche. Il y a quand même un petit sujet derrière, mais félicitons-nous en tout cas de cette initiative. Il était venu sur Sud Radio avec Valérie Expert, on l'avait reçu sur Sud Radio. Oui, Nelly. Je ferais bien un petit commentaire parce que, bon, effectivement, cet outil, moi, je le regarde, je trouve ça extraordinaire pour voir l'évolution de la maladie, mais c'est vrai que cette question Vite ma dose, ça pose aussi la question des doses restantes. Et moi, je suis élue locale et comme élus locaux, on a eu beaucoup la problématique des doses restantes parce qu'aujourd'hui, vous avez en fin de journée un certain nombre de doses qui sont liées à des annulations de rendez-vous ou autres. Et c'est vrai qu'on les distribue finalement aux personnes les plus mobiles qui vont pouvoir venir chercher la dose. Et c'est pour ça que nous, on a vraiment posé la question de se dire, est-ce qu'on fait pas une sorte de surbooking et on propose d'avoir des listes d'autres types de publics prioritaires pour ces doses restantes. Et à Paris, par exemple, Rachida Dati, dans le 7e, elle a commencé à vacciner les personnels des écoles, les personnels des crèches avec ces doses restantes en se disant mieux vaut les cibler vers un autre type de public prioritaire que finalement vers les plus mobiles qui sont les personnes qui vont pouvoir arriver très très vite en voyant qu'il y a des doses restantes. Et donc, on n'a pas eu de stratégie
vaccinale par rapport à ces doses restantes qui correspondent quand même à un nombre important de doses. Et je tiens à le souligner à l'occasion de ce petit coup de cœur. Alors, on va, François, vous vouliez rajouter? Non, juste très rapidement, mais sur ces 2 points. Le premier, cette application Vite ma dose, elle montre quand même qu'on a un problème d'organisation. Voilà, c'est ça que ça donne à voir. C'est quand même la débrouille qui prévaut aujourd'hui et l'État devrait organiser au niveau local ou au niveau plus large, mais devrait organiser d'une manière ou d'une autre la prévisibilité pour les doses. Et puis le deuxième aspect, c'est juste une petite remarque, mais il y a quelques jours, je crois que c'était dans le JDD, on apprenait que le chef de l'État, Emmanuel Macron, qui s'est autodéclaré épidémiologiste, était épidémiologiste parce que justement il suivait le fil Twitter de Guillaume Rosier et que c'était l'une de ses principales sources d'information. Bon, peut-être pas que, mais quand même beaucoup. Moi, je trouve très bien ce que fait Guillaume Rosier. Je trouve que ça donne beaucoup d'informations, etc. Mais je crois que certains feraient mieux à un moment donné aussi ceux qui ont les moyens d'avoir accès à l'information scientifique en direct pourraient peut-être aller chercher ailleurs l'information et pas prendre des décisions qui impactent 66 millions de Français sur la base d'un fil Twitter. Mathéo, rapidement. Une proposition. Proposons Rosier et aussi son acolyte pour une décoration, je veux dire la Légion d'honneur, parce qu'on fait quelque chose gratuitement pour la France, pourquoi pas. Allez, affaire à suivre. Je vous donnerai mon petit coup de griffe tout à l'heure, juste après l'info. On va s'arrêter un court instant et puis après on va ouvrir les premiers débats. On reviendra sur la gestion de la crise du Covid. On a vu toutes ces images des Anglais en terrasse et on les envie. Est-ce que pour nous ça va être encore long? On va se poser la question, surtout que le variant brésilien commence à arriver. En tous les cas, il est une menace supplémentaire aujourd'hui. On se retrouve juste après l'info de 11h sur Sud Radio. À tout de suite. Allez, vous avez la parole. Parlons vrai sur Sud Radio. Vous nous appelez 0826 300 300. On va évoquer dans un instant cette réouverture des pubs qui font rêver quelque part un peu en Angleterre. Et nous, c'est pour quand, se demande-t-on? D'autant qu'avec le variant brésilien, il y a on va dire une nouvelle menace qui se profile à l'horizon. Est-ce qu'on est capable de s'en protéger? Ça, on verra. Et on parlera aussi de la loi séparatisme avec les sénateurs. Cette question, sont-ils allés trop loin? Et dans un petit court instant, on va parler aussi des élections régionales avec, vous l'avez entendu dans l'info avec François Germain, le décalage d'une semaine qui est donc programmé, qui devrait être annoncé donc à fin juin pour les élections régionales. Moi, je voulais revenir sur l'annonce du groupe pharmaceutique Sanofi qui a donc annoncé hier ouvrir une nouvelle usine pour produire des vaccins, mais elle va pas l'ouvrir en France, elle va l'ouvrir à Singapour. Alors, on précise que sur le plan, on va dire, de développement qui a été présenté par le laboratoire pharmaceutique, la France n'est certes pas en reste. En 2025, Sanofi va ouvrir un nouveau site de production ultra moderne, près de Lyon exactement, à Neuville-sur-Saône. Il promet d'investir 500 millions d'euros, 200 emplois qui seront créés. L'ouverture de sites à l'étranger va plutôt poser un problème en termes de communication, puisqu'on a du mal à comprendre, alors qu'on est plutôt dans une logique de rapatriement des productions, d'aller ouvrir comme ça un site de production de l'autre côté de la planète. Et les syndicats, eux, sont effectivement dans cette logique-là, surtout qu'ils rappellent aussi que 1700 emplois en Europe, c'est le plan de réduction des effectifs qui est prévu par le laboratoire français, dont 1 milliard rien que dans l'Hexagone. Voilà pour... Pardon, mais ça c'était... Sanofi annonce l'ouverture d'une usine pour les vaccins à Singapour. Il y a 15 jours, ils annonçaient déjà l'ouverture d'une usine pour les vaccins au Canada. Donc, dans le sens de ce que vous dites, on peut quand même s'interroger sur la logique industrielle de cette entreprise aujourd'hui dans la situation que nous connaissons. Voilà qui est dit, sans doute qu'on y reviendra parce que c'est une annonce qui a été faite hier et sans doute qu'il y aura des réactions aussi du côté de l'Assemblée puisque Jean Castex va défendre donc, et c'est notre premier sujet, le maintien des élections départementales et régionales lors de ce débat qui a lieu aujourd'hui et demain. Alors il y aura sans doute un décalage d'une semaine, donc notez dans vos agendas qu'on devrait normalement voter le 27 juin prochain. C'est ce qui est prévu dans le calendrier électoral que va présenter le président de l'Assemblée nationale après la consultation des maires qui a eu lieu express ce week-end où une grande majorité des élus locaux, des 36 000 maires de France, disent qu'il faut maintenir les élections régionales au mois de juin prochain. Il y a eu cette interrogation de la part du gouvernement qui a voulu sonder les élus locaux. Alors, qu'est-ce qu'il faut en penser? Est-ce que c'est une bonne idée, Mathéo? Est-ce que le 27 juin, est-ce qu'on sera tous allés en randonnion? L'absurdistan. Pourquoi décaler d'une semaine les élections? Peut-être pour favoriser l'abstention, parce que si le 27 juin, effectivement, il y aura du beau temps, il est vraisemblable que beaucoup de gens passeront le week-end
week-end à la mer. Ah, il y a des chances, oui. Voilà, ou c'est un risque dans certain. Des parcs, etc. Bien sûr, le devoir civique devrait nous amener aux urnes, aussi pour réagir à la gestion de cette pandémie qui effectivement est fallimentaire. On l'a constaté depuis un an, avec toutes les excuses qu'on peut avoir reconnues au gouvernement, parce que c'était compliqué effectivement de gérer cette nouveauté. Mais maintenant, on est à la nouveauté plus 12 mois. Donc, on pourrait aussi se faire des idées. Donc, décaler d'une semaine, ça n'a aucun sens, parce que si on avait dit que peut-être il y avait des raisons de santé, etc. Alors, on a voté en Israël, au Portugal, je ne sais pas dans quelle autre nation. Les deux seuls pays dans lesquels on dit que c'est impossible de voter pendant la pandémie, c'est la France et l'Italie. Voilà. Donc, vous êtes bien, c'est pour ça qu'on vous a fait venir aujourd'hui. Moi, je me trouve. C'est pour ça que vous êtes là. Et en Italie, pourquoi on ne vote pas alors ? Justement, parce qu'on a dit que c'était dangereux, etc. Mais en réalité, parce qu'il y avait des manœuvres de palais dans le Parlement, et donc on n'a pas voulu donner la voix aux Italiens, et voilà. Est-ce que ça donne un sentiment, Nicolas, de tripatouillage, tout ça, ou qu'est-ce qui en résulte ? Pour mener une campagne électorale derrière, c'est quand même complexe, non ? Oui, enfin, c'est jamais le bon moment. C'est jamais le bon moment d'aller aux urnes dans ce pays. Donc, je rejoins l'idée que le fait de maintenir, même avec un léger décalage, les élections régionales en juin, c'est plutôt une bonne décision. Il y a eu un tollé quand même de la part des élus. Enfin, c'était une... Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'au final, la décision... Ce que je comprends quand même, c'est qu'au final, enfin, ce gouvernement a concerté avec les élus locaux. Ça a été long, ça a été difficile, mais il est arrivé quand même à cette conclusion. Et non seulement il concerte, mais pour une des premières fois depuis le début de cette crise, il suit l'avis des élus locaux. Donc on peut quand même s'en féliciter. Il y a une forme de consensus, et c'est bien la première fois depuis un an que sur ces sujets-là, on arrive à un consensus. Alors moi, je ne connais pas les raisons techniques du décalage d'une semaine. J'ai cru lire à droite à gauche qu'il y avait des questions aussi de déroulement du scrutin, et notamment d'envoi des professions de foi, de fabrication des professions de foi pour les candidats qui avaient pris du retard. Allez, disons qu'une semaine. On les a déjà décalés. Enfin, je parle non, pas. Mais peu importe. Mais je trouve quand même que on peut pas se dire que dans ce pays, moi j'entends des annonces du gouvernement qui disent qu'à partir de la mi-mai, on commencerait à rouvrir, alors ça encore, il faut qu'on le vérifie, les restaurants, les lieux culturels, les musées, et puis qu'on ne pourrait pas aller voter aux élections régionales et départementales. Je pense qu'il y a un moment où il faut que la vie démocratique soit déclarée également comme essentielle dans ce pays. Ce serait bien. De la même manière qu'il faudrait quand même qu'on se pose la question de la levée de l'état d'urgence sanitaire, qui ne me paraît plus, en tout cas, si on nous promet la même chose pour le mois de mai, aller de soi. Donc moi, je suis pour un retour démocratique à la normale, en tenant les dates, peu ou prou, qui avaient été prévu initialement. Nelly. Oui, vous savez que effectivement les maires se sont prononcés majoritairement contre le report, et il faut expliquer pourquoi à vos éditeurs. C'est qu'effectivement on va rouvrir les écoles le 26 avril, on nous dit qu'on va rouvrir les lieux de culture, potentiellement les restaurants à la mi-mai. On a 13 de nos voisins européens qui ont organisé ou qui ont prévu d'organiser des élections pendant cette crise, et puis si la vaccination se déroule comme prévu, on aura 30 millions de personnes vaccinées à la mi-juin. Donc c'est compliqué de dire, voilà, dans tous les pans de notre vie, on arrive à vivre avec le virus, sauf la démocratie qu'on confinerait. Et moi, effectivement, comme ça a été dit, je pense que c'est justement en temps de crise qu'il faut que la démocratie continue de vivre. Parce qu'on sacrifie déjà beaucoup de nos libertés individuelles. On ne peut pas sacrifier une liberté fondamentale qui est le vote. Non, mais c'est vrai, il faut le redire aux gens, parce que c'est vrai qu'on vit ces élections avec énormément d'abstention. On vit des restrictions de liberté, mais le vote, c'est une vraie liberté dont il faut user justement dans ce temps de restriction de liberté. Puis je trouve que c'est aussi important que les gens votent, parce que les présidents de région, ils ont joué un rôle capital dans la gestion de cette crise. Moi, vous savez, je suis élue d'Île-de-France. Valérie Pécresse, elle a distribué des masques, elle a mobilisé des fonds pour financer des lits de réanimation. Toutes les régions, les présidents de région, ils ont joué un rôle. Et donc, finalement, les Français, par leur vote, ils vont aussi exprimer leur avis sur comment cette crise a été gérée au niveau local. Alors, il y a les élections régionales, et puis on parle très très peu, mais il y a aussi des élections départementales dans l'histoire. Donc, c'est aussi un rendez-vous démocratique. Enfin, pas à Paris, mais c'est un rendez-vous important dans les... Oui, mais ce que je veux dire, c'est que dans les territoires, c'est aussi... ce sont aussi des éléments et des maillons essentiels. Mais en les décalant, est-ce qu'on va pouvoir avoir une campagne sereine ?
Mais moi, je reviens à votre question. Moi, je suis d'accord sur le fait qu'il était important, d'un point de vue démocratique, de maintenir ces élections dans le temps adéquat. Mais votre question était, pourquoi est-ce Jean Castex nous dit qu'il va décaler d'une semaine ces élections? Autrement dit, on voit bien que l'effet général sanitaire ne va pas être important. Pour moi, il y a deux raisons. La première est politique. On a bien vu qu'il y a eu la tentation du tripatouillage de la part du gouvernement et du pouvoir sur ces élections régionales et départementales. C'est extrêmement clair. On a vu comment les maires ont été consultés au dernier moment, sans que les maires puissent être mais ils ont répondu massivement. Discuter entre eux au préalable sur la question du maintien ou non de ces élections, puisque la volonté du pouvoir était de repousser quasi sine die ces élections régionales de peur d'une déroute électorale qui est assez prévisible. On voit bien d'ailleurs depuis le début de la crise Covid qu'il y a une instrumentalisation permanente des scrutins électoraux. Ça a été le cas avec le maintien du premier tour des élections régionales alors que les lieux de vie avaient fermé la veille, je vous le rappelle. Ça a été le cas du fait de mettre le deuxième tour pour ne pas avoir à refaire les 2 tours de scrutin au mois de septembre. Et donc là, on voit qu'il y a eu cette tentation de la part d'Emmanuel Macron de ne pas avoir une épine dans le pied d'un point de vue électoral. Ça, c'est le premier point. Et cette question-là, le décalage d'une semaine, je partage en grande partie l'avis de Mathéo. Je trouve que le 27 juin, vous savez, les dernières élections législatives, elles ont eu lieu le 13 juin et le 20 juin 2017. On sait que c'est la dernière fenêtre qui existe. Décaler d'une semaine, ça va de fait renforcer l'abstention. Et donc le gouvernement et le pouvoir va pouvoir se prémunir d'une faible légitimité. Et puis la deuxième question, et je m'arrête là, que je pose quand même là-dessus, je viens de dire, on décale d'une semaine. Et on vient d'évoquer les 30 millions de personnes qui devraient être vaccinées à ce moment-là. Mais où est le loup alors dans ce cas-là? Puisque le gouvernement nous dit qu'on va rouvrir les écoles, qu'on va rouvrir certains lieux de vie à partir de la mi-mai. Et donc il faudrait un mois plus tard décaler encore d'une semaine pour pouvoir aller voter dans des conditions dont on nous dit depuis un an qu'elles sont sécurisées toujours au maximum dans les bureaux de vote. Est-ce que finalement les prévisions sanitaires de la part du gouvernement sont réellement celles qu'on nous annonce? Je pose la question. Nicolas, je pense que... Nelly. Non, moi, de manière très courte, c'est vrai que cette question de semaine, on l'a pas compris, et puis que tout le monde l'a un peu interprété comme le gouvernement a pas voulu perdre la face, ou voilà, c'est trouvé quelque chose, a inventé une extrémiste, quelque chose. Il fallait dire un truc, ces atermoiements, c'est-à-dire que ça fait des semaines qu'on nous dit, en fait, ça fait des semaines. Je pense que cette histoire de consultation des maires, c'est un peu retourné contre eux. Je pensais que les maires seraient frileux. Et puis, alors que pourtant, les associations d'élus locaux avaient été très claires sur le fait qu'ils voulaient un maintien du scrutin. Et donc, comme ça s'est retourné un peu contre eux, ils ont voulu quand même, qu'il y ait un petit changement pour qu'il y ait un petit changement. Mais on ne le comprend pas très bien. Allez, cette élection régionale, moi, j'ai juste une question par rapport à ça, c'est dernier avis, c'est vous pensez qu'on va pouvoir réconcilier après tant de temps, parce que les élections municipales se sont faites de manière très, on va dire, hachée, avec un scrutin extrêmement compliqué. Est-ce que là, pour la campagne électorale et le scrutin, on va avoir des choses plutôt sereine, Mathéo? Je pense qu'il faut déjà prendre en compte le fait qu'on pourrait changer légèrement les règles. Par exemple, favoriser les délégations de vote, les procurations de vote, pardon, pour favoriser la participation. Et aussi, l'autre chose, je ne sais pas si on réussira à réconcilier ces deux aspects, mais je vous rappelle seulement une chose. Aujourd'hui, nous sommes le 13 avril. Et le 13 avril est plus ou moins la mi-avril. On devait revenir à la vie normale dans combien de jours? Dans 2 jours ou maintenant ça vaut déjà? Enfin, dites-moi, parce qu'effectivement, c'est pas moi qui l'a dit. Arrêtez de regarder votre calendrier. Non, je l'ai regardé. Ouais, on s'y perd un peu. Mais en tous les cas, on vous rappelle que normalement, si tout va bien, s'il n'y a pas de catastrophe, donc on devrait voter pour les départementales, effectivement, aux alentours du 20 juin et le 27 juin prochain. Ça devrait être annoncé donc aujourd'hui ou demain pour les élections régionales, et la campagne pourrait ainsi se mener, mais une campagne électorale qui sera pas comme d'habitude, puisqu'évidemment les rassemblements ne sont toujours pas... Une semaine avant la fermeture des écoles. D'ailleurs. Exactement, ne seront pas des vacances, et on sera en plein fin du baccalauréat aussi. Allez, on va s'intéresser justement à ce Covid avec ces fêtes clandestines qui se multiplient. Les Français n'en peuvent plus. Pendant ce temps-là, la Grande-Bretagne, elle commence à déconfiner. Est-ce qu'on est vraiment toujours à la traîne, et faut-il surtout extrêmement s'inquiéter sur ce variant brésilien qui tape à notre porte, paraît-il? On y revient dans un instant sur Sud Radio, également avec vos commentaires au 0826 300 300. À tout de suite. Allez, 0826 300 300, vous n'hésitez pas. Tiens, si vous avez réussi à trouver un rendez-vous pour vous faire vacciner, racontez-nous comment ça s'est passé. Mais
Mais aussi, est-ce que pour vous, c'est le début de l'ouverture prochaine, bientôt, d'ici un mois, allez, on va dire, des pubs comme en Angleterre, avec ces images qu'on a tous vues hier soir et encore ce matin dans les journaux, de terrasses bondées, enfin en tous les cas bien remplies et garnies, avec une capitale britannique qui retrouve un semblant de vie normale. On en rêve, les Français sont en train de craquer sans doute parce que les fêtes clandestines sont, semble-t-il, en train de se multiplier, ou en tous les cas les contrôles, eux, se multiplient, puisque les rassemblements non autorisés ont été répertoriés. C'est un 350 rassemblements festifs clandestins recensés depuis le 15 décembre dernier. Ce sont les chiffres de la place Beauvau. Et puis, il y a l'inquiétude qui monte face au nouveau mutant du Covid qui nous vient du Brésil. Est-ce qu'on est capable, oui ou non, d'intercepter ou en tous les cas de se protéger, d'instaurer des mesures de sécurité avec des quatorzaines, par exemple, à l'arrivée des passagers des aéroports. Allez, vous nous dites ce que vous en pensez. On ouvre notre page coronavirus là-dessus. Qui veut commencer sur ce mutant brésilien qui semble faire peur à tout le monde, Mathéo? Je trouve qu'on n'a pas encore appris, après un an de pandémie, je me répète un petit peu, mais qu'il faut fermer les frontières. Stop. Est-ce qu'il faut fermer ou est-ce qu'il faut mettre en quarantaine? Alors, quand on dit se fermer, naturellement, c'est pas se mettre avec des chaînes aux confins nationaux, mais en tout cas, filtrer de façon importante les personnes. Mais pas pour des raisons de passeport, etc. Tout simplement, on contrôle l'état de santé des personnes. Mais il y a des pays qui le faisaient déjà bien avant. Si vous alliez au Japon, même avant le coronavirus, vous passiez sous des scanners thermoscanners qui disaient à l'autorité sanitaire de l'aéroport si vous aviez la fièvre, et ils vous arrêtaient pour vérifier si vous étiez porteur de quelque maladie. Donc, il n'y a rien de scandaleux, parce qu'il ne faut pas oublier que l'État doit aussi garantir la santé publique de tout le monde, enfin de la collectivité. Donc, pourquoi demander aux Français d'être enfermés chez eux, aux Français et à toutes les personnes qui résident en France, et permettre à qui rentre dans le pays ou qui rentre en métropole d'avoir des contrôles pas trop important, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que... Alors, aujourd'hui, on peut tranquillement venir de Cayenne et on sait qu'il y a, un peu des passoires entre le Brésil et les territoires français, qui est la Guyane française. On sait aussi qu'on ne fait pas des contrôles systématiques sur les avions qui atterrissent depuis Mayotte et La Réunion, où il y a aussi les variants sud-africains. Donc attention, faisons effectivement un peu plus d'attention, parce que si le variant brésilien arrive, et c'est une autre couche que nous devons supporter, alors les Français vont vont bien au-delà, vont supporter toute cette nouvelle défi éventuel. Mais on en a marre. Et quand on regarde que d'autres pays, certes, ils sont des îles, mais quand même, ils rouvrent. C'est un peu plus... on comprend plus rien. On comprend pas pourquoi on doit rester enfermé chez nous ou à 10 km de chez nous. Nicolas Corato. Et les restaurants fermés. Oui, plusieurs choses. Bon, moi, je comprends, mais ça m'étonne pas que Mathéo mette la frontière comme le seul et l'unique remède à cette pandémie. Ce matin, l'a dit aussi François Roussel, le président du PCF. On voit bien ce qu'il y a d'idéologique dedans. Moi, je suis d'accord avec lui. Il faut certainement renforcer, améliorer les contrôles aux frontières, mais la frontière ne nous sauvera pas de la pandémie. La pandémie, elle est mondiale. Et je pense que ce que nous apprend le variant brésilien, et ce que dit l'OMS aujourd'hui, c'est qu'il faut une coordination internationale au niveau... Non, c'est pas du pipeau, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vacciner chez nous. Nous sommes en train de vacciner chez nous, très largement. Je dis chez nous, dans l'Occident, en Europe, aux États-Unis. Et le vaccin continue de circuler, continue de muter par ailleurs dans d'autres pays, dans d'autres zones géographiques du monde. Si nous ne nous occupons pas de ce qui se passe dans les autres zones du monde en termes de vaccination, dans des pays qui n'ont pas les moyens de vacciner leur population, nécessairement, quels que soient les contrôles aux frontières, on peut tout fermer, Mathéo. On peut vivre repliés sur nous-mêmes. Je vous fiche mon billet que dans un an, on y sera encore. Je ne vous laisse pas parler comme ça, parce que ce n'est pas vrai que je veux vivre replié sur moi-même.
mais si, c'est exactement ce que vous nous avez dit. L'exemple japonais. Si vous permettez, je passe deux frontières. Écoutez-vous. Mais c'est votre modèle. Il faut l'assumer, Mathéo. Assumez vos idées, vos idéologies. Écoutez, mais moi, je ne fais pas de la politique. Mais je vous rappelle que moi, d'ailleurs, j'ai 2 passeports. Donc, je suis aussi étranger. Donc, moi, le passage de frontières, je sais ce que c'est. D'accord ? Et entre la France et l'Italie, moyennement, quand même, Mathéo. Mathéo, est-ce que vous pensez, par exemple, pardonnez, parce que vous voulez privilégier tous ceux qui ne payent pas les impôts en France. Mais non, mais qu'est-ce que vous racontez ? Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le déplacement des populations. Moi, je vous parle d'une coordination internationale sur la vaccination qui est essentielle. Mathéo, vous préférez que des personnes en dehors de la France soient vaccinées prioritairement que les Français. Non, Mathéo. Je préfère qu'au niveau international, les États se coordonnent, travaillent ensemble, échangent leurs moyens, échangent leurs capacités de recherche, parce que c'est une lutte mondiale, la lutte contre la pandémie. C'est pas une lutte nationaliste, c'est pas une lutte de frontière contre frontière, c'est une lutte mondiale. Les virus ne connaissent pas de frontières. Ce sont des îles. Ce sont des îles. Ce sont des îles. Et quand on arrive à... Pour information, quand vous arrivez en Nouvelle-Calédonie, vous avez une quarantaine qui est imposée. C'est beaucoup plus facile que quand vous arrivez à Roissy, certainement, via plusieurs vols en correspondance qui ne vous permettent pas de savoir que vous arrivez du Brésil. Nelly, rapidement, il reste 40 secondes avant la coupure publicitaire. Rapidement, ça fait comment ? Je pense qu'on commence à savoir que les virus mutent. Et par ailleurs, on commence à savoir que les virus se déplacent. Et d'ailleurs, généralement, quand on détecte un variant dans une zone, ce qui s'est passé avec le variant anglais, il a déjà commencé à se déplacer. Donc, on ferme toujours un peu les frontières a posteriori. Donc, parce qu'en France, on veut privilégier l'ouverture des frontières. Ce que nous ont dit beaucoup de médecins, chercheurs qu'il faut écouter, c'est qu'on va vivre longtemps avec cette pandémie, potentiellement. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il ne fallait pas se dire qu'à l'automne, en décalant les régionales, le problème allait être réglé. Donc maintenant, il faut apprendre à vivre avec le virus en faisant en sorte que les gens ne crèvent pas de cette vie. Parce que heureusement, ce que ça traduit, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'un être humain, il a d'autres aspirations dans la vie, juste de télétravailler et ensuite d'aller consommer pour que l'économie ne s'effondre pas. Voilà, il faut prendre en compte le fait qu'on n'est pas que des homo economicus, et donc il faut sur le temps long préserver avec les frontières ouvertes, les restaurants resteront fermés pour les Français. Alors, on va s'arrêter un court instant. On va continuer ce débat-là autour justement du moral des Français, ces histoires de fêtes clandestines aussi, qui en disent beaucoup sur l'état psychologique on va dire des jeunes et des moins jeunes, parce que je sache, ceux qui participent à des dîners clandestins n'ont pas forcément, sont pas étudiants. Donc voilà, ceux qui ont fait marquer l'actualité ces derniers jours. Donc on va y revenir dans un instant sur Sud Radio, et on continue de réagir également au 0826 300 300 et sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous en dites avec ces variants brésiliens ? Est-ce qu'on va arriver à contenir, si jamais on peut le faire, l'arrivée de variants et de virus mutants du coronavirus ? À tout de suite. Allez, vous avez la parole sur Sud Radio. Parlons vrai, 0826 300 300 pour réagir avec nos débatteurs du jour que je représente. Nelly Garnier, conseillère de Paris, porte-parole du groupe Changer Paris. Nicolas Courato, président fondateur du think tank Place de la République. Matteo Ghisalberti, journaliste franco-italien, et François Coq, enseignant, essayiste et auteur de l'Impératif démocratique. Alors, nous étions sur cette discussion autour de la possibilité d'empêcher un variant d'entrer sur notre territoire. Alors, il y avait un débat autour des mesures à mettre en place au niveau des entrées du territoire sur les frontières. Alors, on va déjà... Matteo, vous avez déjà beaucoup parlé, donc attention. Je voudrais seulement remettre en contexte la chose, dans le sens que même moi, si je rentre en Italie, dans mon pays, je dois être soumis à une quarantaine. Voilà. Une septaine. Voilà. Une septaine. Mais vous êtes à vos frais ? Comment ça se passe ? Oui. Vous mettez-vous chez vous, par quelqu'un vient vous surveiller, etc. Alors, on est très contrôlé, parce que les amendes, d'ailleurs, sont beaucoup plus importantes. Et donc, et en effet, je constate que c'est pas pour faire une compétition, mais il y a 18-19 000 cas en ce moment par jour. Mais si vous nous dites ça, c'est qu'il y a une arrière-pensée par rapport à ce variant brésilien. Donc vous demandez à ce que tous ceux qui rentrent sur le territoire français soient mis en septaine, c'est ça ? Au moins contrôlés, s'ils sont positifs. Voilà, très bien. Mais il y a des contrôles à l'aéroport. Oui. À un moment donné, il faudrait qu'on ait quand même un petit peu de mémoire et qu'il y ait un petit peu d'anticipation dans ce pays pour ne pas toujours reproduire les mêmes erreurs. Le variant brésilien et la situation sanitaire au Brésil, nous la connaissons depuis des mois. Nous avons eu l'expérience in situ de ce qui s'est passé à Manaus, où il y avait quasiment, on pensait,
une stratégie à un moment donné où l'ensemble de la population devait être préservée du vaccin parce qu'il l'avait eu à 70%. Et on a vu que l'arrivée du variant brésilien a fait que ça a relancé l'épidémie de manière totalement disproportionnée et quasi exponentielle. On a cette expérience-là qui se traduit maintenant à l'échelle du Brésil. De la même manière, je le rappelle, qu'au mois de décembre et janvier, nous avions l'expérience britannique sous les yeux. Nous savions ce qui allait se passer. Nous avions des modèles. Il y avait des modélisations. Et là, que fait-on ? Eh bien, rien. On ne fait rien avec le Brésil comme on n'a rien fait à l'époque avec l'Angleterre. Quand je dis rien, ça veut dire qu'il y a 10 avions par semaine qui arrivent du Brésil sur notre territoire. Les voyageurs qui arrivent du Brésil sont soumis et on leur demande juste un test PCR de 3 jours. Autrement dit, la même chose que si nous voulons nous déplacer en Espagne, et moins, par exemple, que ce qu'il faut pour aller en Italie. Matteo vient de nous le dire. Il y a quand même un problème, vu ce que représente le variant brésilien. Qu'est-ce que c'est que le variant brésilien ? J'entendais Rémi Salomon de la PHP ce matin, chez l'un de vos concurrents, qui disait qu'à partir du moment où la vaccination va faire effet sur la souche originelle et va faire effet sur la souche britannique, eh bien, les autres variants, et notamment le variant brésilien dont on voit qu'il est éminemment plus dangereux, vont petit à petit s'imposer. Soit on décide de bloquer les choses au départ, comme on aurait dû le faire avec la souche britannique. Mais ça veut dire que c'est au Brésil de faire le... Non, c'est pas qu'au Brésil. Nous aussi, on peut prendre les moyens au niveau de la France et de l'Union européenne en coordination pour faire en sorte que le variant brésilien n'arrive non seulement pas trop vite, mais pas trop puissamment et qu'il puisse être ensuite tracé et jugulé. Donc, coordination internationale, vous rejoignez finalement Nicolas. On va au 0826 300 300. On a Eric qui nous a appelé. Bonjour Eric. Pas du tout. Allô Eric ? Bonjour. Oui, merci de m'accueillir sur votre antenne. Et je vous en prie, vous êtes le bienvenu. Eh bien, moi je suis de l'avis de notre interlocuteur italien et de la personne, j'ai le nom qui vient de parler à l'instant. C'est-à-dire, c'est pas au Brésil c'est pas au Brésil de se protéger, c'est à nous de nous protéger, enfin quand même. Alors vous dites nous ne sommes pas une île. Je tiens à vous rappeler quand même que les dom-toms sont des îles et que la gestion de la crise que nous avons eue en France n'a pas protégé ces îles de l'entrée d'un vaccin. Si c'était si facile à faire quand on est une île, nous aurions pu le faire dans nos dômes et nos tomes. Ça n'a pas été le cas. Vacciner pendant une crise, c'est un jeu, c'est une roulette russe, parce qu'on confronte un virus à un vaccin avant que l'effet d'immunité provoquée par le vaccin soit total. Exemple, notre ministre de la Culture qui était vacciné, mais qui est tombé malade. Donc, on multiplie le risque de fabriquer des mutants. Donc il faut, tant que notre population n'est pas vaccinée, mais contrôler les gens qui rentrent sur le territoire avec des tests PCR, avec des quarantaines, puisque le terme quarantaine, ça s'applique pas forcément à 40 jours, ça doit être aussi 7 jours. Mais bon, vous avez compris, bloquer les personnes, attendre d'être certains qu'ils ne sont pas contagieux et leur permettre après d'avoir une vie normale sur notre territoire, du moins conforme à la vie des citoyens lambda que nous sommes tous, c'est-à-dire confinés chez soi, rayon de 10 km, 30 avec dérogations, etc., etc. Mais il faut absolument empêcher de nouveaux malades avec de nouveaux virus de se balader. Ça veut dire que, par exemple, je prends juste un exemple, un voyageur qui va faire Brésil-Allemagne et qui de l'Allemagne va revenir sur la France, vous faites comment pour l'isoler quelque part ? Pour savoir d'où il vient de manière originelle ? Mais je fais ce qui devrait être fait depuis 1 an et demi. Je mets des contrôles PCR dans les aéroports, des contrôles de température, des tests salivaires, je prends tous les moyens techniques de mais s'il passe par la terre, mais s'il passe par la route entre l'Allemagne et la France, c'est la question que je vous pose, Eric. On va dire que déjà, si on ne se contente d'avoir qui rentrent sur le territoire que des gens malades qui sont venus en voiture, venant du Brésil, etc., on va dire que bon, allez, on aura 10% de trous. Là, on a combien de trous dans la raquette ? L'objectif, c'est pas de faire un filtre intégral, mais c'est au moins de réduire la maille au maximum. Ouais, donc... C'est pas parce qu'on ne peut pas arrêter tout le monde qu'il ne faut arrêter personne. C'est pas un bon discours. Bien sûr. Vous bougez pas, Eric. On a Guy également qui nous a appelé. Bonjour Guy. Bonjour madame, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Bonjour. Merci pour votre accueil. Donc j'ai 70 ans. Il y a 50 ans, j'étais à l'école supérieure de chimie de Paris en 2e et 3e année. Et nous avions en plus la possibilité avec des camarades de suivre les cours à l'école militaire, les cours NBC, c'est-à-dire nous apprendre à lutter contre les pandémies nucléaires, biologiques et chimiques.
avec des procédures qui avaient été vérifiées depuis plusieurs années auparavant, puisqu'on sortait quasiment de la Seconde Guerre mondiale, il y avait eu Hiroshima, Nagasaki, etc. Bon, donc tout était prévu. Tout était prévu. Nous avions les installations en France à l'époque. Nous fabriquions nos médicaments, nous fabriquions tous les moyens techniques pour lutter dans quelque pandémie que ce soit. Et il y avait une procédure bien établie qui était le test. D'abord, quand on dit fermeture des frontières, c'était au moment du passage de frontières, vérification, test et mise à l'isolement de la personne. Alors, c'était pas une septaine, c'était une quinzaine, parce qu'il y avait 7 jours, effectivement, d'isolement et une semaine de vérification, d'accord ? Traitement des personnes touchées et mise à l'isolement et bien évidemment soins pour les personnes. Et surtout discipline. Il y avait des masques à l'époque, on avait dans toutes les mairies, il y avait les stocks de masques nécessaires pour la population de la commune. Tout était prévu. D'accord ? On avait tous les moyens dans notre pays où nous fabriquions tout à l'époque. Et nous étions indépendants. Il fallait que ce soit mis en place comme ça dans tous les pays du monde. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Nous avons, dans cette pandémie, inventé la roue carrée, alors que la roue ronde existait déjà. Mais on était bloqués parce que nous n'avions pas de moyens pour nous défendre. Nos fabrications de médicaments sont réparties sur l'Inde et la Chine, alors bien évidemment, pas de moyens de lutte. Et puis ensuite, on a oublié cette formation qui existait, qui avait été vérifiée depuis des dizaines d'années auparavant, pour lutter, ne serait-ce que pour lutter contre la grippe espagnole, par exemple. Donc, on savait faire. Et les Asiatiques ont su faire, parce qu'eux sont habitués à avoir des pandémies de ce genre. Donc, ils ont mis ça en place. Ils ont mis ce que nous savions mettre en place il y a plus de 50 ans. Voilà, et nous avons voulu copier sur tous les pays d'Europe, alors que nous aurions dû plutôt copier sur des pays comme Taïwan, etc., qui eux savaient faire. Et on fait ce que on nous apprenait à faire il y a 50 ans. Nous étions formés en tant que cadres, en tant que chimistes, ou même d'autres, nous étions formés pour, voilà. Ouais, c'était effectivement une époque où on se préparait à d'autres conflits que effectivement aujourd'hui on peut avoir. Merci beaucoup Guy pour ce témoignage. Merci à vous et vous continuez également de nous appeler au 0826 300 300. Alors on entend bien, il y a un besoin, il y a une envie de sérialisme. Est-ce que la solution c'est effectivement pas aujourd'hui de se dire que la vaccination doit encore s'accélérer ? C'est peut-être plutôt sur ça qu'il faut. Nicolas Corato. Oui, enfin, il y a deux. Moi, je ne suis pas épidémiologiste, donc je suis. Moi non plus. Mais c'est vrai qu'on entend tellement de choses sur ce variant brésilien. Je pense que la question, mais elle est d'ordre administratif et politique, mais hautement politique. Il y a deux choses, il y a deux critères sur lesquels on sent qu'on a un peu de liberté de mouvement et qui pourraient nous permettre de sortir de la crise. C'est effectivement la vaccination et c'est aussi, et on n'en parle pas assez quand même, la capacité hospitalière. C'est-à-dire qu'il y a deux leviers pour l'État en termes d'action immédiat, au-delà des mesures de contraintes sanitaires. Parce que les mesures de contraintes sanitaires, elles sont nécessairement provisoires. On ne va pas vivre en contraintes sanitaires pendant 15 ans. Donc si on veut sortir de la crise, il faut qu'on réfléchisse à armer l'hôpital, et je pense que là-dessus, les propositions du gouvernement sont très très en dessous de la réalité de nos besoins pour les années à venir. Et puis il y a la vaccination. Je reviens sur le virus brésilien, le variant brésilien. D'après ce que je comprends, il est déjà en cours de circulation en France, à bas bruit, autour de 1%, disent les spécialistes. Et donc effectivement, oui, si les vaccins que nous injectons aujourd'hui ne sont pas efficaces contre ce variant, il faudra bien pouvoir agir contre ce variant, et peut-être que l'action contre ce variant, ce sera de libérer des capacités hospitalières pour mieux prendre en charge les prochains malades touchés par ce variant pour lesquels on n'aura pas de vaccination immédiate. Mais il faut qu'on envisage et qu'on planifie nos actions et pas simplement, effectivement, comme le fait ce gouvernement, qu'on fonctionne au jour le jour, au quotidien, en fonction d'informations qu'on glane ici ou là. Et on a l'impression, comme le disait votre auditeur, que ce manque cruel de planification nous handicape depuis le début de la crise sanitaire. Je pense qu'il y a un vrai sujet de gestion politique de ce. Moi, je suis pas sûr que la décentralisation, je vais pas faire plaisir à Nelly Garnier, soit le bon outil. Je pense qu'on a quand même besoin à un moment d'une planification qui vienne d'en haut, qui fixe très très bien les objectifs et qui fixe une discipline collective. Mais là, moi, je veux bien qu'on ferme les frontières un jour, qu'on les rouvre 15 jours plus tard. Je ne suis pas sûr qu'avec ce yo-yo, on va s'en sortir. Dans 15 ans, on y est encore. Donc, il y a un moment où il faut planifier, il faut prioriser, il faut assumer de prioriser.
Et je pense que c'est ça le problème politique, c'est qu'il faut assumer de dire qu'il y a une priorité qui est donnée à telle ou telle action, parce qu'on n'a pas les moyens de tout faire en même temps. Voilà. Mais je pense qu'il faut un moment de transparence politique et de débat politique sur ce sujet. François Coq. On a un problème de prise de décision du politique. Vous vous rendez bien compte qu'on a un décalage de phase de notre pays avec beaucoup d'autres pays. On l'a vu le 29 janvier, quand Emmanuel Macron a fait le choix, contrairement à nos voisins européens, de laisser aller la souche britannique. On aurait pu refermer le pays pendant une période courte pour essayer de revenir à une stratégie de maîtrise de l'épidémie. Il a préféré faire le choix personnel de laisser aller le virus. Et donc aujourd'hui, on se trouve dans un décalage de phase au moment où les autres pays se réouvrent à la vie, tout simplement, alors que nous, on reste fermés. Ce que je dis, c'est valable aussi, et c'est très important. Certains pays, pas tous, attention. C'est valable aussi dans le champ économique. Notez qu'on va continuer à avoir des difficultés économiques pendant que les autres pays vont commencer à être dans une phase de relance économique. Eh bien, on va avoir la même chose avec le variant brésilien si nous ne prenons pas à temps les mesures adéquates. Alors, on est en train de discuter de ces mesures-là, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faudra pas nous dire au mois de septembre, on ne savait pas pour ce variant brésilien une fois encore, parce oui, on sait. Et il y a aussi des projections épidémiologiques qui sont faites. Oui, Nelly, on vous entend, Nelly Garnier, on vous entend. Non, mais parce que moi, je ne suis pas d'accord, excusez-moi, mais ce qui fait que, d'ailleurs, tout le monde l'a dit, vous avez un virus, il circule, vous ne pouvez jamais totalement le bloquer à la frontière, ne serait-ce que parce que vous aurez des faux négatifs dans les tests qui seront faits, vous aurez des asymptomatiques, donc vous aurez toujours le virus, il entrera sur le territoire, et une fois qu'il est entré, il se propage sur le territoire. Je veux dire, c'est pas que des flux entrants, une fois que le virus il est entré, de toute façon, ça va partir. Et puis là, on est quand même, il y a quelque chose où on marche sur la tête. Enfin, je suis désolée, les pays dont on parle, c'est pas parce qu'ils ont fermé les frontières qu'ils sont en train de s'en sortir. C'est parce qu'ils ont été vraiment les pionniers en matière de vaccination. Israël revit grâce à la vaccination. Et nous, là où on a loupé quelque chose, c'est sur la stratégie vaccinale, de l'achat des vaccins jusqu'à l'injection. Non, mais donc notre issue, c'est pas de se dire on va canasser de plus en plus les gens. Et ça va fonctionner et on va penser qu'on est une petite île fermée et que c'est ça qui va régler la situation. Tous les scientifiques vous disent que la vaccination seule ne suffit pas. Il faut maintenir le virus suffisamment bas et notamment les variants pour pouvoir derrière tracer, isoler. Il y a toute une politique qui est beaucoup plus globale. Tous le disent. La vaccination à elle seule n'est pas le remède. Le virus va muter et le virus va se déplacer. Moi, ce que je trouve hallucinant dans cette crise, c'est que depuis le début, à chaque fois, on fait comme si dans 2 mois, la crise est finie. Regardez, quand on a déconfiné, c'est peut-être que ce que tout le monde espère. C'est un espoir voilà. Non, mais secret. À chaque fois, comme si on se disait bon allez, on y croit très fort, c'est fini à la rentrée, c'est fini en janvier. Oui, c'est de la pensée magique. Et donc effectivement, là où il y a quelque chose à faire, c'est de se dire peut-être que on en tire les leçons. Est-ce qu'à 5 ans, on a un objectif de place de réanimation qu'on est en train de mettre en œuvre? Est-ce qu'on a des objectifs de traitement? Parce que vous savez, il y a aussi des manières de traiter le Covid. On ne le prend jamais sous l'angle du traitement. Est-ce qu'on a aussi, je vais vous le dire dès maintenant, des objectifs en termes de place de psychiatrie, de prise en charge psychiatrique? Parce qu'on va avoir cet enjeu-là qui nous arrive. Comment on gère sur le temps long le distanciel pour l'enseignement, pour les étudiants? De remettre d'aplomb un système de santé qui a quand même été mis à mal ces 30 dernières années. Donc il faut quand même aussi le souligner. Non, mais c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est le virus qui a un temps d'avance sur nous. Et d'ailleurs, c'est incroyable ce qu'a dit Emmanuel Macron. C'est le Covid, le maître du temps. Voilà, le maître des horloges, c'est plus le gouvernement, c'est le Covid. Et ben ça, quelle démission du politique quand même. Allez, on referme ce sujet-là sur Sud Radio. On va s'arrêter un court instant et on va terminer sur la loi sur le séparatisme, puisque le Sénat a adopté en première lecture hier le projet de loi après avoir nettement durci le texte. On va s'y intéresser. Est-ce que les sénateurs sont allés trop loin? C'est la question qu'on se pose et qu'on vous pose également au 0826 300 300. Allez, c'est la dernière ligne droite. Vous nous appelez 0826 300 300. On est avec Nelly Garnier, Nicolas Corato, Matteo Ghisalberti, François Coq, nos débatteurs du jour. On a une petite dizaine de minutes à peine pour évoquer donc la loi sur le séparatisme et le Sénat qui a adopté le texte hier en première lecture, a adopté et surtout nettement durci le texte. Alors il est voulu ce texte comme un marqueur du quinquennat d'Emmanuel Macron. Il prévoit des mesures sur la neutralité du service public, le contrôle renforcé des associations, une meilleure transparence
transparence de l'ensemble des cultes et leur financement, l'instruction à domicile ou encore la lutte contre les certificats de virginité ou la polygamie. Le Sénat, à majorité de droite, on le rappelle, a adopté donc ces mesures et surtout le port du voile en renforçant la neutralité à l'université. C'est un motif qui est vivement critiqué par la gauche. Rapidement, puisqu'on a quelques minutes autour de ça, est-ce qu'il fallait durcir ce texte tel qu'il avait été présenté par l'exécutif, Nelly ? Écoutez, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait lui-même dit que c'était un texte qui n'était pas aussi ambitieux qu'il l'aurait souhaité, parce que ça ne prend pas en compte la question des ghettos, de comment on change l'urbanisme, la politique de peuplement, ça ne prend pas en question la question de l'immigration et de l'intégration, c'est-à-dire qu'à un moment, quand vous ne contrôlez pas vos flux migratoires, vous n'êtes pas capable d'intégrer, quand vous n'êtes pas capable d'intégrer, vous avez des ghettos, puis quand vous avez des ghettos, vous avez du séparatisme. Donc on le savait que ce texte, il n'était pas assez ambitieux, donc en responsabilité, si je puis dire, les sénateurs, ils ont renforcé ce texte sur un sujet qui est quand même très important, puisque on voit bien où mène le séparatisme. Il mène à la barbarie islamiste, et Emmanuel Macron, qui a quand même été, qui était collaborateur de François Hollande au moment des attentats de 2015, est bien placé pour le savoir, et c'est quand même vraiment dommage qu'il attende la dernière année de son quinquennat pour s'attaquer à ce sujet sur lequel il faut être intraitable et très ambitieux. Nicolas. Oui, moi je suis très réservé sur cette loi depuis le départ, parce que je pense que les lois ne peuvent pas tout contre ces luttes qui sont des luttes d'abord idéologiques et politiques et sociales. Je rejoins sur ce que vient de dire Nelly Garnier, c'est-à-dire que si on ne s'attaque pas aux racines du mal, qui sont la ghettoisation, l'enfermement d'une certaine partie de la population sur elle-même par les autorités publiques et par le marché de l'emploi, on n'arrivera pas, en s'attaquant à des symboles et à des principes qui touchent tout le monde, à en sortir. Moi, je regrette que cette loi, finalement, soit une très mauvaise loi pour la liberté de conscience aujourd'hui en France. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la Conférence des évêques de France, c'est le consistoire juif et c'est la Fédération protestante. C'est-à-dire que les autres églises sont très inquiètes de l'application de cette loi. C'est-à-dire que finalement, pour lutter contre un péril qui est majeur aujourd'hui, on vient abaisser, fragiliser des principes qu'on a mis 1500 ans à construire. Et moi, je pense qu'il y a un vrai danger. Moi, je veux bien qu'on aille au bout du processus et au bout de la logique du Sénat. Très bien. À ce moment-là, il n'y a qu'à interdire la religion musulmane en France, mais ça n'aura réglé aucun problème des Français et aucun problème de radicalisme. Donc, je considère que cette loi, c'est du temps perdu. Je ne vois pas ce que nous sommes allés faire à essayer de réglementer les religions en période de pandémie sanitaire. Pour moi, tout ça, c'est très politicien. C'est instrumentalisé par tout le monde, par le président de la République, par son gouvernement, par la droite sénatoriale. On est à 1 an des présidentielles. Je ne vois pas ce que ça va apporter en termes de lutte contre le radicalisme. Je ne vois pas que les moyens des enquêteurs, les moyens de la justice, de la police aient été élevés pour leur permettre de lutter contre ce fléau. La seule chose qu'on sait faire, c'est s'attaquer aux symboles et aux principes. Et tout le monde en est victime, tous les concitoyens français en est victime, et pas uniquement ceux de confession musulmane. Le tour de table continue. François. Oui, s'il y a vraiment une chose que sait faire ce gouvernement, et a priori c'est quand même la seule, c'est tendre des pièges politiciens. Là, c'est vraiment le cas. Cette loi sur le séparatisme, très honnêtement, ne règle absolument pas la question du combat contre l'islamisme, contre l'islam politique. C'est une loi absolument fourre-tout. Il y a quelques avancées, bien sûr, le fait que les associations cultuelles basculent du statut 1901 au statut 1905, un petit peu de contrôle des flux de capitaux étrangers. Mais on voit bien que la réponse n'est pas suffisante, et au contraire même, je partage l'idée qu'il y a une remise en cause assez importante de la loi de 1905, où on favorise les cultes, et notamment leur capacité à acquérir des biens immobiliers rentables. Mais le piège politique était que justement, comme c'est une loi dont on voit bien qu'elle ne sert à rien sinon à mettre cette question sur la table, la droite s'en saisit pour radicaliser la loi en y mettant y compris des lignes rouges, parce que venir rentrer par le biais de cette loi la question des allocations familiales ou du reste, on voit bien que c'est faire preuve aujourd'hui d'un dogmatisme idéologique et une forme de croisade là-dedans qui n'a rien à voir avec ce qui était l'objet initial de la loi. Et en face, la gauche qui se dresse contre la droite. Autrement dit, Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a lancé une balle, les autres ont été la chercher, ils sont en train de s'entre-déchirer au moment où le pays aurait besoin d'une seule chose, c'est de se retrouver sur les valeurs communes. Et bien là, l'acte séparatiste qui est posé, c'est cette loi en réalité. Mathéo. À mon avis, il faut dire que les institutions de religion chrétienne et juive
effectivement, on risque d'être pénalisé par une loi qui fait un fourre-tout pratiquement. Mais le problème, c'est que, on n'a pas d'équivalent de miligourouche chrétien ou juif qui impose, la construction, par exemple, de lieux de culte en France. À mon avis, il y a effectivement une disproportion qui va toucher des religions qui sont d'ailleurs connaturées à l'essence même de la France, c'est-à-dire les racines judéo-chrétiennes de la France, pour mettre de l'ordre sur un problème qui est parfois d'ordre public et qui est lié aussi à des ingérences étrangères, qu'avec les deux autres religions que je viens de citer, on avait déjà réglé avec Napoléon et avec la loi du 1905. Je voudrais en tout cas effectivement rejoindre ce qu'il disait tout à l'heure François Coq sur Macron qui a jeté un peu la balle au milieu de l'arène politique, parce que je pense que le président de la République fait très attention, pèse vraiment les mots sur ce sujet en particulier. Donc je pense qu'on aboutira en tout cas à une loi plus légère par rapport au projet du Sénat, tout simplement parce que dans moins d'un an, on aura les élections présidentielles. Donc aussi bien comme pour le Covid, Emmanuel Macron a préféré laisser ouvert quand on pouvait éventuellement fermer, donc limiter la circulation du virus et de ses variants. Là, il fait attention, il laisse que les partis se déchaînent et pour éviter d'avoir à gérer cette chose. Donc c'est du bricolage. Pour vous, c'est du bricolage de tous les côtés, vous dites, y compris chez les sénateurs, y compris pour les sénateurs. C'est Nelly. Les sénateurs, si vous voulez, ils font avec les moyens qu'on leur donne. Vous avez un vrai sujet quand même qui a été... le séparatisme, ça naît quelque part. On peut pas quand même enlever qu'il y a un jeu politique aussi derrière, Nelly Garnier, sur ce sujet-là. Écoutez, le séparatisme, ça vient de quelque part. À un moment, vous avez des territoires qui sont le terreau du séparatisme. Et si vous ne posez pas la question de l'immigration et de la ghettoisation de ces territoires, vous, de toute façon, vous ne faites que réglementer un petit peu l'organisation d'une religion. C'est vrai ce qui est dit. Alors qu'il faudrait poser la question de comment on intègre des populations, comment on évite la constitution de ghettos, comment on gère l'éducation dans ces territoires qui sont déjà ghettoisés. Et ça, cette loi ne s'y attaque pas. Donc de toute façon, elle a un côté, quelques outils supplémentaires, mais pas davantage. Bon, c'est un sujet qui va revenir aussi, puisqu'il va y avoir une discussion entre députés et sénateurs maintenant pour tenter de trouver un accord sur le texte final. Voilà donc ce sujet qui aujourd'hui agite la classe politique. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à cette émission. Nelly Garnier qui était avec nous, Nicolas Corato, Matteo Ghisalberti et François Coq. Dans un instant, vous allez retrouver André Berkoff jusqu'à 14h sur Sud Radio. Moi, je vous souhaite un très bon appétit et on se retrouve demain 10h. Très belle journée.